Centralité, ruralité. Pour aborder avec nous ce thème de l'écologie territoriale, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Bertrand Hochecorne, maire de Marot. Alors j'ai perdu le truc, donc comme ça, maire de Marot-au-Pré, commune française de près de 1500 habitants située dans le Loiret. Vous représentez également l'Association des maires ruraux de France. Monsieur Christian Pertuis, économiste, professeur associé Paris-Dauphine, où vous avez fondé la chaire économie du climat. Vous êtes notamment spécialiste des enjeux liés à la fiscalité et au prix du carbone. Monsieur Philippe Hudevol, directeur général adjoint, urbanisme immobilier, travaux à la ville de Lyon. Nous vous remercions, messieurs, très sincèrement pour votre présence ce matin. La transition écologique constitue un enjeu crucial pour l'aménagement de notre territoire. Enjeu susceptible de redéfinir en profondeur les équilibres entre zones urbaines, périurbaines et zones rurales. Le retour à une forme de localisme induit par cette transition sonne tout à la fois comme une opportunité, mais aussi comme un défi. Opportunité en ce que la transition écologique contribuera à reterritorialiser de nombreux pans de notre vie économique et collective pour le rapprochement des lieux de production du consommateur ou par l'inévitable renforcement des capacités décisionnaires des territoires. Transition écologique et revitalisation territoriale pourraient alors s'alimenter mutuellement, mais le verdissement de nos modes de vie constitue également un défi pour ces mêmes territoires. Le renchérissement du transport, notamment par la fiscalité, étant par exemple susceptible d'accroître les enclavements par rapport aux centres urbains et les phénomènes de désertification, préoccupations qui ne sont pas étrangères à l'émergence du mouvement des bonnets rouges et celui des gilets jaunes. Se pose dès lors la question de la capacité de nos territoires à tendre vers une forme d'autonomie, tout aussi nécessaire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre que pour renforcer notre résilience face aux effets du changement climatique. Nous souhaiterions ainsi identifier avec vous les leviers qui permettront à nos territoires d'atteindre cette autonomie et cette résilience, tant en matière énergétique, alimentaire et de transport. Autonomie ne doit cependant pas être synonyme d'autarcie. De nouvelles solidarités entre villes et ruralité doivent ainsi émerger pour créer des pôles de résilience territoriaux. Comment les territoires peuvent-ils créer les conditions de cette autonomie, de ces solidarités, pour transformer la crise climatique en opportunité? Telle est la question préliminaire que je souhaitais vous poser avant de passer la parole à mes collègues pour une série de questions. Je vous laisse répondre à cette question, qui veut répondre sur effectivement comment les territoires sont en capacité de créer les conditions d'autonomie et de solidarité pour transformer la crise climatique en opportunité. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole sur ce sujet? Et puis après, je donnerai la parole à mes collègues. Et si vous avez une intervention, bien entendu, liminaire, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci à Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs de m'avoir invité à cette table ronde qui montre l'intérêt pour les territoires ruraux. Et donc, comme vous l'avez dit, je suis un maire d'une commune proche d'Orléans, en fait, et je représente l'Association des maires ruraux de France, qui m'a mandaté pour parler de manière plus générale. Donc, je ne parlerai pas spécifiquement de ma commune, vous en doutez, même si je l'aime beaucoup, comme tous les maires dans notre territoire. Juste en manière liminaire, je voudrais dire 3 banalités, mais c'est peut-être important que ce soit clair. Le premier manque, c'est que l'espace rural est multiforme, donc les solutions sont sûrement différenciées entre des communes comme la mienne qui sont proches d'une métropole et celles qui sont dans ce qu'on appelle le rural plus profond. Il y a des différences de réponse qui sont importantes, mais dans tous les cas, c'est important que tout cet espace puisse être vivifié. La deuxième chose, qui est aussi assez banale, mais quand même importante, c'est qu'il y a un certain nombre d'événements que vous avez cités d'ailleurs, que ce soit les manifestations des Gilets jaunes en particulier, les mouvements de grève qu'on a eu en 2019 et la crise du Covid plus récemment, ont montré combien le tout métropole était remis en cause et combien l'espace rural devenait très important dans l'aménagement du territoire.
Et puis les solutions, là encore, on vient d'en discuter, ce n'est pas le rural contre l'urbain contre le rural, mais c'est travailler dans la continuité et dans la complémentarité, et ça me paraît très important. Alors j'ai un certain nombre, je pense qu'on va répondre plus à des questions que différentes choses. Pour répondre plus brièvement à votre question, je me suis aussi appuyé sur un rapport qui était sur les aménités rurales. Alors j'avoue que je ne savais pas trop ce que c'était une aménité rurale avant de commencer, mais enfin c'est un certain nombre d'agréments, puisque c'est défini dans ce fameux rapport, où peut-être les économistes connaissent mieux, d'avantages économiques que présente, enfin je veux dire la ruralité présente un certain nombre de richesses qui sont pas, pour l'instant, qui sont pas monnayables, mais qui existent. Je voudrais citer le paysage, qui pour le tourisme est important. Je voudrais dire un moment où les centres-villes sont devenus très beaux en France. Par contre, les banlieues ont été complètement défigurées depuis une cinquantaine d'années. Conserver des paysages de qualité, c'est très important et ça fait partie de ce qu'on appelle les aménités rurales. Il y a tout le problème d'équilibre énergétique, évidemment, puisque au niveau de l'énergie, les sources potentielles de potentiel d'énergie renouvelable, que ce soit les parcs éoliens, la méthanisation, la géothermie, le bois, la biomasse de manière plus générale, se trouve en général en milieu rural. Et il y a un enjeu aussi très très fort qui est la biodiversité. Et là-dessus, j'aurais peut-être des propositions, enfin des suggestions à faire par rapport à tous les financements, puisque au sein de l'Association annuaire ruraux de France, je n'ai plus été mise sur le domaine financier. Donc là-dessus, c'est un domaine que je connais bien. Bon, on pourrait parler aussi de l'urbanisme, de la mobilité. Il y a des tas de choses, mais je ne vais pas parler trop longtemps, sur lesquelles il faut aller. Mais ce qui est certain, c'est que les territoires ruraux ont un rôle très important à jouer. J'entends encore dans la complémentarité de l'urbain et des métropoles. Et par contre, il faut vraiment trouver les moyens de donner aux territoires ruraux les capacités à mettre en valeur ces potentialités. Et deuxièmement, comprendre que vivre en milieu rural, ça a complètement changé par rapport à autrefois. Ce n'est pas forcément des agriculteurs. Il y a des tas de changements qui entrent en ligne de compte, qui peuvent être faits en particulier par rapport à l'émergence du télétravail. Et si les réseaux sont bien montés, on peut faire pas mal de choses dans ce domaine-là et réfléchir peut-être à une mobilité différenciée avec des gens qui se déplacent un petit peu moins et qui pour certains, peuvent se placer en milieu rural. Et puis pour la défense de la biodiversité, j'avoue que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ma commune, là, à 7 km de bord de Loire, qui sont dans l'espace totalement naturel, et sur lesquels je me suis heurté à pas mal de fois à des obstacles quand voulant mettre en valeur la biodiversité, tant au niveau pédagogique qu'au niveau vraie défense de la biodiversité, enfin des actions dans ce domaine-là. Et bon, j'aurai des propositions éventuellement si ça vous intéresse à faire dans le domaine. Bon, je ne voudrais pas être plus long. Voilà pour brosser un certain nombre d'atouts que peut avoir la ruralité. Et je pense que la discussion devrait être voir comment on peut les valoriser et les harmoniser avec le reste du territoire et le milieu urbain en particulier. Vous avez un propos préliminaire ? Oui, merci Monsieur le Président, merci de cette invitation. C'est extrêmement plaisant d'avoir des rencontres en vrai et pas en visio. Donc, moi, je fais depuis 1 an et demi mes cours en visio, si vous voulez, en Zoom. Donc, je suis ravi d'être avec vous face à des vraies personnes. Trois points, si vous le voulez bien. Le premier, je crois que la question de l'atout du rôle respectif des territoires dans la transition écologique doit intrinsèquement se penser en lien avec 2 autres grandes transitions, la transition numérique, vous l'avez dit, et également, je crois, la transition démographique et l'impact de la pandémie sur notamment les aspirations à la ville ou à la périville ou à la campagne. Deuxième point, la transition énergétique. En enjeu, c'est à peu près 70% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est fondamental. Et je vois là 3 défis pour les territoires. Défi numéro 1, quel usage de l'énergie dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines de la vie, le transport, les bâtiments, etc. Et je crois que la crise du Covid nous montre combien la réflexion sur ces usages doit être liée à la question de la résilience.
non pas l'autosuffisance, mais la résilience. Et évidemment, la lutte contre toutes les formes de gaspillage, puisque nous ne ferons pas cette transition énergétique qui est tout à fait nouvelle, la transition énergétique bas carbone, sans limiter tous ces gaspillages d'énergie, car il s'agit de faire de la substitution énergétique. Depuis 1 siècle et demi, les transitions énergétiques consistent à rajouter des sources d'énergie pour produire plus d'énergie. La transition bas carbone à laquelle nous contraint le changement climatique nous oblige à faire de la substitution. Et pour faire de la substitution, il faut 1. Agir sur les usages, 2. Investir dans les nouvelles sources, vous l'avez dit. Et là, la bonne nouvelle, c'est que ces nouvelles sources, effectivement, sont beaucoup plus facilement mobilisables sur des territoires très divers et sur le territoire national par rapport à des sources qui sont importées. Et puis le troisième point, qui est, lui, je pense, très important et sous-estimé, c'est la question du désinvestissement par rapport aux fossiles et par rapport à tous les outils industriels qui sont liés aux fossiles. Ce coût du désinvestissement, de la reconversion, me paraît être le principal coût de la transition énergétique. Et je crois qu'il n'est pas suffisamment provisionné dans les budgets publics, tant au niveau européen qu'au niveau français. Dans ce coût de la reconversion, il y a un coût strictement financier lié au capital physique, mais il y a un coût humain. Car l'économie bas carbone de demain ne requiert pas les mêmes compétences, les mêmes qualifications que l'économie carbonée d'hier. Et très généralement, on a besoin de plus de compétences. Il faut plus de compétences pour faire un bâtiment bas carbone à énergie positive qu'un bâtiment traditionnel. Il faut plus de compétences pour faire des mises en valeur agricoles biologiques ou agroécologiques que de l'agriculture industrialisée. Le troisième point, et je vais être très court parce que les professeurs sont toujours trop longs, donc vous prenez un risque en invitant un prof, c'est le volet lié à la biodiversité, ce que j'appelle le carbone vivant. Pour le climat, ça concerne principalement les gaz à effet de serre hors CO2 que sont le méthane et le protoxyde d'azote, dont la première source et de loin est l'agriculture. Le deuxième volet, c'est évidemment toute la question des puits de carbone et de la capacité de stockage du CO2. Et qu'est-ce qui permet de stocker le CO2 ? C'est la diversité des écosystèmes. Donc voilà que ce deuxième pilier de la transition bas carbone qui concerne tout le carbone vivant, l'agroécologie, est extrêmement important. Il ne peut se décliner qu'à une échelle très locale en fonction des conditions. Probablement à Marot-Auprès, vous n'avez pas du tout les mêmes contraintes que dans la métropole de Lyon. Et on voit bien que là, ce sont les complémentarités qu'il faut viser. Et l'implication sur les systèmes agricoles est très importante. Car on sait que, en gros, si on veut reconquérir de la biodiversité, si on veut diminuer les gaz à effet de serre hors CO2 et stocker du carbone dans le CO2, il faut procéder à une grande transformation des systèmes agricoles. Il faut probablement déspécialiser des systèmes agricoles qui se sont spécialisés à outrance depuis 40 ans, dans le cadre de l'ancienne politique agricole commune, avec des zones où vous avez de l'élevage intensif à plus savoir qu'en faire, d'autres où il n'y a plus d'animaux. Et je terminerai sur les instruments en disant que pour le carbone vivant, l'instrument majeur qui me semble manquer, c'est la rémunération des services écosystémiques. Que ces services écosystémiques soient fournis par les agriculteurs, par les ruraux, par les autres acteurs économiques. C'est, je crois, fondamental. On a, dans le passé, totalement réformé les systèmes agricoles en agissant sur les prix. Ça va être pareil sur la transition agroécologique. Et d'une façon plus générale, il me semble que, je termine, sur les instruments économiques et financiers, les règles de partage des fonds publics entre les différentes échelles territoriales et entre ce maquis que je connais assez mal, me semble encore reposer beaucoup plus sur des règles d'avant que sur des règles de demain. Il faut évidemment, si on veut inciter l'ensemble des territoires
à aller dans le même sens, trouver de bonnes règles de redistribution des fonds publics. Merci Monsieur le Président et merci à nos invités pour la richesse de ces échanges. Et puis je salue aussi mes collègues en visio et présents à Paris aujourd'hui. Donc je voulais vous poser 2 petites questions. La première concerne le renforcement de la résilience de nos territoires face aux catastrophes naturelles et aux effets du changement climatique qui réellement est devenu indispensable. Toutefois, la résilience ne peut s'appréhender de la même façon pour les territoires urbains et les territoires ruraux. Alors, je voulais savoir quelles devraient être, selon vous, les priorités et les principaux axes d'action à développer en la matière pour nos collectivités rurales d'une part et urbaines d'autre part. Par exemple, faut-il travailler de manière prioritaire sur la résilience de nos logements, de nos infrastructures de transport, des ouvrages d'art, des grands réseaux comme l'eau, le numérique? Quelle information aussi au niveau du public et puis surtout aussi quel financement de la prévention des risques. Ma deuxième question concerne les normes, car au-delà des normes qui permettent donc la gestion des événements climatiques exceptionnels, nos collectivités ont besoin d'un soutien technique et financier pour identifier leurs faiblesses et les corriger. Le projet de loi 4D, qui devait être examiné par le Sénat au mois de juillet, comporte une habilitation à légiférer par ordonnance pour faire évoluer les statuts et les missions du CEREMA et ainsi renforcer son rôle d'expertise et d'assistance au profit des collectivités territoriales. Quel regard portez-vous sur cette évolution? Selon vous, comment ce rapprochement entre le CEREMA et les collectivités doit-il être appréhendé? Quel rôle au final de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et quels sont selon vous les principaux acteurs à mobiliser pour apporter un soutien les plus efficaces et possible à nos collectivités? Et puis je terminerai pour rebondir sur une proposition de Monsieur le maire ici présent et président de l'Association des maires ruraux sur la défense de la biodiversité. Des propositions pourraient être faites, je serais heureuse de les entendre, bien entendu, en m'intéressant plus particulièrement au milieu rural, puisque j'ai été moi aussi maire d'une petite commune. Je vous remercie. Merci. Madame Filleul. Oui, merci Monsieur le Président. Merci à nos intervenants pour la richesse de leurs propos. Je souhaitais vous interroger sur un point plus précis qui est celui de la politique alimentaire que vous avez plus ou moins chacun évoqué justement dans vos interventions liminaires. La politique alimentaire est un levier important pour ancrer nos territoires dans la transition écologique et améliorer la résilience de notre modèle de production et de consommation. Et à cet égard, la crise sanitaire et le premier confinement ont révélé des failles dans cette organisation. Notre commission travaille déjà sur le sujet de l'alimentation en lien avec la commission des affaires économiques. Et nous voyons bien que dans ces travaux, que si la problématique est très différente selon que sont considérés les grands espaces urbains, fortement dépendants d'approvisionnements parfois lointains, ou les espaces ruraux mieux connectés au tissu agricole local, il semble nécessaire de mieux penser les complémentarités entre les territoires, comme vous l'avez déjà développé, et d'organiser les réciprocités au bénéfice des populations. Aussi, selon vous, quelles devraient être les priorités et les principales mesures à mettre en place pour concilier la transition écologique et la relocalisation de notre alimentation, tout en préservant et en valorisant les revenus des agriculteurs? Deuxième point, la création d'un chèque alimentaire, d'un chèque alimentation est évoquée depuis plusieurs mois. Et il me semble que c'est une bonne chose de soutenir la demande sociale pour des produits de qualité respectueux de l'environnement. Toutefois, il semble qu'il faille encore continuer à travailler sur l'offre et la structuration des activités de production, notamment dans le cadre des projets territoriaux alimentaires, les PAT, projets alimentaires territoriaux. Le plan de relance prévoit des moyens
au niveau du renforcement du maillage local des abattoirs, d'une stratégie protéine et de soutien renforcé aux projets alimentaires territoriaux. Mais selon vous, quels leviers supplémentaires devons-nous mettre en place, doit-on activer pour donner une autre dimension à cette organisation territoriale alimentaire? S'agit-il d'un chèque d'alimentation durable et quels pourraient en être éventuellement les contours? Enfin, d'une manière plus générale, mais vous l'avez déjà évoqué, la transition écologique génère d'autres solidarités territoriales, mais comment peut-on lutter plus efficacement à une autre échelle, avec plus d'ampleur, à un égoïsme territorial qui s'est quand même fait jour depuis plusieurs décennies et à cette fameuse idéologie, allons-nous dire, de la compétition entre les territoires? Merci. Merci. Je vous propose de répondre à nos deux collègues qui se lancent. Bon, je vais me lancer par rapport à la question de... J'ai perdu le nom de madame qui est en visio. Voilà. Donc, puisqu'elle m'a interpellé sur des différentes choses, sur le renforcement de la résilience des territoires ruraux, bon, évidemment, ça va dépendre, là je l'ai dit, de la diversité des territoires ruraux. Si je peux parler de mon côté, je suis en zone inondable de la Loire. Bon, heureusement, il n'y a pas encore eu de zone d'inondation, mais 85% de mon territoire y est. Heureusement, ce n'est que 20% de la population. Et donc, c'est vrai qu'on fait des plans de prévention des risques d'inondation qui ont déjà eu lieu. Ça a déjà été vu depuis un moment. Ceci étant, on sera assez dépourvu. Il n'y a peut-être pas suffisamment d'études par rapport justement au transport des uns et des autres dans le cas où ça se produirait. Après, le renforcement de la résilience par rapport au réchauffement climatique, j'avoue que pour l'instant, on n'a pas beaucoup avancé et que je suis prêt à prendre des idées là-dessus. C'est vrai que c'est un problème qui doit se produire. On voit qu'il y a beaucoup plus de sécheresse, en particulier des maisons qui se fissurent. On a été mis en catastrophe naturelle il y a 2 ans par rapport à ça. Et sur les normes, je voudrais juste donner une petite anecdote qui répond un petit peu aussi à une question de Madame Filleul. Sur l'alimentation, on s'était lancé dans ma commune sur un fruit à la récré et puis sur des distribués du lait. Et puis les normes sont de plus en plus importantes pour avoir les subventions, pour avoir les aides, etc. Et même au point, si on peut se permettre une petite anecdote, c'est que il y a une année où alors je saurais plus dire quelle chose, on n'a pas des sommes énormes, donc il fallait dépasser 100 € pour avoir droit à une subvention. Donc ma secrétaire remplit quelque chose où il faut surtout pas dépasser de la case. Et finalement, elle me fait signer 3 fois parce que les deuxièmes fois c'était pas bien dans les cases. Et enfin, on envoie le papier et on nous dit mais maintenant le fromage, je sais plus quoi, n'est plus dedans, donc vous descendez à 99 €, donc vous avez rien. Et alors l'anecdote, elle vient plus 2 ans après, 1 an après, il y a quelqu'un qui vient nous contrôler par rapport à ça, qui vient de Paris, donc on lui paye l'hôtel à Orléans pour revenir contrôler la commune de Marot-Auprès, savoir si ces centaines d'euros qu'elle pouvait toucher sur le lait étaient valables. Et donc cette personne est venue, elle est arrivée, et elle avait dit je voudrais en même temps visiter votre cantine. Elle est arrivée, quand elle est venue, on lui dit mais vous venez, mais c'est l'année où on n'a pas eu de subvention que vous contrôlez. Elle dit ah oui, je m'en aperçois. Quand à la cantine, vous venez pendant les vacances scolaires, donc c'est un peu bête, mais je suis désolé, les vacances à Orléans, c'est pas les mêmes qu'à Paris. Et vous tombez, voilà, c'est une caricature pour vous dire ce genre de choses. Et un jour, mes secrétaires ont dit est-ce qu'on peut arrêter ça parce que c'est pas possible. Pour le fruit à la récré, alors c'est pour vous demander un peu tous ces trucs. C'est peut-être des anecdotes, mais on est bloqué. Alors il y a beaucoup de pommes dans mon territoire, donc on mettait Gala, Golden, machin. Le papier nous a été renvoyé, mais c'est les pommes, mais ça c'est pas Gala Golden, c'est alors on l'a renvoyé comme ce que Gala Golden c'était des pommes quoi. Voilà. Donc vous voyez tout cet aspect tatillon. À un moment on a peu de secrétaires dans nos communes, ça devient assez lourd. C'est de l'anecdote peut-être, mais ça nous bloque et j'ose dire que les contraintes ont été augmentées. On a arrêté le fruit à la récré, qui est très très dommage quoi. Peut-être qu'il faut reprendre, mais voilà, c'était un peu mon coup de gueule.
excusez-moi. Et puis pour la biodiversité... C'est bien de faire passer un message effectivement sur la complexité à la fois sanitaire et administrative. C'est la complexité. Parce que c'est très complexe et c'est... parfois on ouvre des parapluies qui sont beaucoup trop grands pour effectivement faire laver plus blanc que blanc, c'est bien, mais comme disait Coluche, puis il y a des fois aussi on n'a pas suffisamment de soutien. Alors je m'en suis pris à l'ADEME, que pourtant j'aime bien. Je me suis aperçu qu'il ne fallait pas être précurseur en milieu rural, hein, quand on est des petites communes. On peut l'être quand on est à la ville de Lyon, je pense, mais quand on est à la commune de Maropré, on peut s'y casser les dents. J'ai voulu... il se trouve que j'ai un directeur de service au BRGM dans mon conseil municipal qui a dit qu'il y a une potentialité de géothermie, donc c'est important. Il y a une forte potentialité de géothermie sur le Val-de-Loire, en tout cas dans ma région. Et donc on a une salle polyvalente de 1000 m², on a dit on va la chauffer en géothermie. Alors je vous passe les détails, de tomber sur un architecte qui n'a même pas pensé qu'il fallait revoir le compteur, l'alimentation électrique. On a retardé de 6 mois, on a pu la mettre en valeur qu'au mois de février. Il n'avait pas pensé qu'il fallait joindre l'endroit d'extraction de l'eau à la chaudière, donc on a encore été retardé. Pour vous dire qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas encore au courant. Quant à l'ADEME, ils m'ont fait quelque chose en me disant sur une évaluation de gains énergétiques que c'était amorti en 105 ans. Bon, le truc était basé sur des choses... Enfin, je suis matheux, donc j'ai bien vu que c'était le dénominateur on pouvait changer le dénominateur de presque rien, et de 105 ans, on pouvait passer à 15 ans. Donc, on diminue le COD quand même des 3 quarts. J'ai quand même fait cette géothermie. Maintenant, on fait une extension du réseau de chaleur. Et... donc qui a fait, alors maintenant le BRGM nous présente comme l'exemple dans le Loiret de la géothermie de la commune, mais il faut se battre dans ces cas-là de manière assez importante pour pouvoir avancer. C'est pour vous montrer que dans nos communes, il ne faut pas nous mettre d'obstacles. Je voulais faire on est sur la Loire à vélo, je voulais faire un observatoire de la biodiversité sur la Loire à vélo. Alors tout le monde trouvait ça très très bien, que ce soit l'Office français de la biodiversité. Je devais me présenter ce projet devant la secrétaire d'État Emmanuel Vargon, qui était venue dévoiler le logo de la biodiversité de l'Office français de la biodiversité sur ma commune, accompagnée de, à l'époque députée, Madame Pompili et Abba, j'ai perdu son prénom, Madame Abba, voilà, qui était venue. Bon, et puis par derrière, le préfet me dit, vous plantez quelque chose sur l'Elvé, il faut prouver que ça l'abîme pas, une étude hydraulique, je peux pas en avoir un cabinet, 18 000 € pour cette étude hydraulique, il me dit même pas si je pourrais le faire ou non. Bon, pour l'instant, j'ai renoncé. Voilà, c'était la pédagogie de la biodiversité en bord de Loire, c'était quelque chose d'important, et c'est dommage. Bon, c'est pour vous expliquer que ces normes, toutes ces choses, au moins qu'on ait de l'accompagnement qui soit un peu plus fort. Si la personne d'ADEME était venue me rencontrer et dire voilà, votre projet est intéressant, mais il y a ça qui ne va pas, on pourrait le valoriser, ça pourrait aller mieux. Donc du coup, l'ADEME m'a donné 0 centime. Mais bon, heureusement, j'ai de l'argent de la région, du département et de l'État par ailleurs, qui m'ont permis de faire cette réalisation. C'est pour vous dire que l'importance de nous laisser, de ne pas monter des usines à gaz, parce que même là, elles polluent notre fonctionnement. Et peut-être des fois de simplifier un peu le fonctionnement, nous aider à passer des obstacles administratifs. Je ne dis pas qu'il faille des normes, il faut quand même un certain nombre de choses, mais il faut quand même faire attention à tout ça. Le voir avec... bon, je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais je pense que mes voisins vont le faire. Peut-être pour d'abord rebondir sur ce qui vient d'être dit, la question des normes. Effectivement, je vais pas. Après, ça nous amène des fois on peut des fois avoir des moyens d'en sortir un peu. Par exemple, c'est-à-dire, si c'est une association qui distribue les pommes, c'est pas la même chose que si c'est la ville. Donc bon, mais c'est des moyens, j'allais dire presque d'aller à côté des normes. Simplement dire, vous parliez de résilience. Moi, je pense que la crise Covid a montré quand même la résilience des organisations et notamment des collectivités, leur capacité à s'organiser et à réagir à la crise. La ville de Lyon met en place une mission gestion de crise justement pour se préparer à ce type de situation, puisque une des difficultés, c'est qu'on ne sait pas quelle va être la crise qui va nous arriver le lendemain. Et qu'il y a toujours un risque
pour rebondir sur la question des normes, c'est qu'une crise qui arrive nous amène à générer de nouvelles normes. Alors, donc, d'être sans doute vigilant à la production de normes suite à une crise. Dans certains cas, c'est nécessaire et ça a montré ses résultats. Je pense que toutes les règles vis-à-vis de l'inondation, ça a quand même... Aujourd'hui, on a moins de catastrophes, même si on en a encore eu dans les Alpes-Maritimes l'année dernière. Mais voilà, attention de ne pas surproduire de la norme après une crise en disant il faut donc qu'on verrouille sur plein de domaines en tirant les enseignements. Voilà ce que peut-être sur la question de la résilience, sur la question du CEREMA, c'est-à-dire que une ville, une agglomération comme Lyon, on est assez mal placé puisque finalement ce sont plus des partenaires, j'allais dire, de partenariats de recherche que réellement des gens qui interviennent pour nous, puisqu'on a nos propres équipes d'ingénierie interne ou métropolitaine. Alors pour être peut-être un petit peu plus long sur la question de la politique alimentaire, et de la politique de chèque alimentaire. Sur la politique alimentaire, une des difficultés à l'heure où on souhaiterait, Grégory Doucet a indiqué à des représentants de la profession agricole qui souhaitait, lui, dans le cadre de la restauration scolaire, au maximum pouvoir s'approvisionner avec des produits de qualité et locaux. Mais je rappelle que les clauses de fourniture locale sont interdites en matière de commande publique. Donc ça veut dire qu'on doit aussi avoir une réflexion sur comment on peut acheter. Alors les nouveaux principes qui la transition de choix nous aident aussi, parce que ça veut dire qu'on peut parler de bilan de gaz à effet de serre, de bilan de transport, etc. Et donc faire entrer cette dimension-là aussi dans la manière dont on achète. Mais ça reste quand même un point, on ne peut pas favoriser un terroir local en matière, ça ne rentre pas dans les critères de commande publique. Et puis sur la question des chèques alimentaires, là aussi il y a eu pendant la crise du Covid beaucoup de choses qui ont été faites. L'État s'est fortement impliqué, j'ai en tête sur des départements comme la Seine-Saint-Denis par exemple, les très gros efforts qui ont été faits pour mettre en place ces chèques et qui ont été utiles. Les familles étaient en rupture alimentaire sans ces chèques, donc c'est vrai que c'est utile. Peut-être des initiatives existent pour voir comment ça peut être consommé localement. Il y a eu des communes, alors je ne sais plus laquelle, où les chèques alimentaires étaient distribués pour accéder à des commerces locaux uniquement. Alors là aussi, en matière de droit, je ne sais pas comment ça pourrait être interprété s'il y avait du contentieux sur ce sujet-là. Une idée qui peut exister à Lyon, c'est comment on peut utiliser, par exemple, la monnaie locale, la gonette, pour servir de support aussi à un certain nombre d'aides alimentaires. L'idée étant que dans ce cas-là, eh bien, la gonette, c'est pour des commerçants lyonnais. Donc, c'est comment ça peut alimenter le commerce local, donc a priori aussi plutôt les productions locales. Monsieur Gold. Merci, Monsieur le Président. Merci aux différents intervenants pour leurs propos. Donc, en matière de transition écologique, on voit des initiatives intéressantes dans un certain nombre de territoires qui ont montré leur résilience face à la crise. Alors, certaines initiatives émanent de régions, d'autres de départements, de PCI ou de communes. Et souvent, la déclinaison, c'est souvent d'ailleurs représenté par la déclinaison de documents cadres comme les STRADET, ou alors ils prennent la forme d'un rapport de développement durable. Et il y a, je trouve, encore très peu ou trop peu de collectivités qui ont une véritable feuille de route qui articule une vision revendiquée et opérationnelle. Alors moi, j'aimerais connaître si, d'après vous, il y a des niveaux de collectivité plus pertinents que d'autres ou plus efficaces que d'autres en matière de transition écologique. C'est-à-dire quel est le niveau, finalement, qui est capable de mobiliser ses partenaires, de mobiliser les acteurs de terrain, dont les habitants, dans la mise en place de politiques publiques et dans les programmes d'investissement. J'aimerais aussi vous entendre sur la pertinence des départements qui, en termes de proximité et en termes de compétences exercées, sont, à mon avis, un niveau de collectivité intéressante pour amorcer, pour décliner une véritable politique en matière de transition écologique. Merci. Je vais donner la parole à Didier Mandelli. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais démarrer mon intervention en disant que moi, je ressens à la fois beaucoup de confusion et une certaine profusion. Confusion parce qu'on mélange les rôles des uns et des autres.
On demande à chacun de réfléchir et de faire, alors qu'en réalité, et c'est la grande leçon du sommet de la COP3 à Kyoto, c'était penser global, agir local. Donc chacun doit être dans un rôle respectif. Et moi, je considère que toutes les collectivités doivent être concernées, exemplaires sur ces questions. Je pense que ce qu'il manque, pour reprendre un peu les propos de Eric et puis d'un certain nombre d'entre vous, ce qui manque aujourd'hui, c'est ce qui a existé par le passé. Dans les années 2000, l'ADEME avait édité un plan, ça s'appelait le plan d'environnement des collectivités, qui était un guide, un référentiel, qui permettait beaucoup de liberté à chaque collectivité de s'engager volontairement sur un grand nombre d'axes de développement sur ces questions environnementales. Il y avait également les agendas 21. En fait, nous étions dans une démarche qualité, ce qu'on appelle une démarche qualité de type ISO, mais il y en a eu d'autres, démarche HQE pour les bâtiments, avec 14 cibles, voilà, tout ça. Donc ce dont les élus ont besoin aujourd'hui, ce sont des référentiels. Et il faut leur laisser la liberté d'aller à leur rythme, de prendre des cibles prioritaires et de s'engager avec leur population sur un certain nombre d'actions. Et je crois que c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Alors, je ne vais pas dire qu'un certain nombre de mesures telles que celles que j'ai entendues à Lyon sont cosmétiques ou anecdotiques, parce qu'elles ont une vertu pédagogique, d'entraînement, de sensibilisation. Mais sur le fond, si on mesure l'impact réel sur notre environnement, sur les conditions et sur le dérèglement climatique, je considère qu'elles peuvent être anecdotiques. Mais et peut-être occulter un certain nombre d'actions de fond qui pourraient être conduites au-delà. Donc, je rappelle ce qu'est une démarche qualité, c'est écrire ce que l'on fait et faire ce que l'on a écrit. C'est un engagement ferme. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait défaut, ou ce qui manque, alors ça peut être l'ADEME, mais d'autres, on a masqué ces carences et cette confusion, et profusion d'actions, enfin, quelquefois illisibles, incompréhensibles pour un grand nombre d'acteurs, y compris nos concitoyens, derrière une espèce d'effervescence avec des projets tous azimuts, mais qui ne sont pas intégrés dans une démarche claire, organisée, avec des impacts mesurés. Donc moi je pense qu'il ne s'agit pas de planifier tout organiser, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que si on veut s'inscrire dans la durée, et je pourrais vous citer l'exemple d'une commune que je connais bien qui a engagé dès 2001 ce type de démarche. J'en étais le maire en 2001 pendant un peu plus de 15 ans. Je pourrais vous dire pendant des heures ce que nous avons fait de façon transversale sur toutes ces questions. C'est possible. Il faut la volonté, il faut un guide, il faut des références et non pas des appels à projets permanents sur tout un tas de sujets où on se donne bonne conscience parce qu'on s'est engagé sur un écoquartier sur 2 hectares alors que sur le reste de la commune on a fait tout et n'importe quoi comme d'habitude, enfin ou comme avant. Voilà, donc voilà, il y a des choses qui existent. Le zéro phyto, c'est depuis des années 2000 dans certaines communes. Enfin voilà, donc ne réinventons pas des choses qui existent et des référentiels qui ont fait leur preuve à un moment donné. Il faut les adapter, certes, parce que les enjeux sont plus prégnants et plus urgents, mais je pense qu'il faut remettre un peu d'ordre dans tout ça et que chacun soit à sa place. Ce n'est pas celui qui pense de tout décider pour les autres. Voilà, on peut, comme ici, échanger, avoir des réflexions, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs locaux qui peuvent être, qui sont déterminants dans la mise en œuvre. Merci. La parole est à Monsieur Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que c'est une table ronde très intéressante, mais aussi qui brasse évidemment énormément de sujets. Je voudrais d'abord rassurer mon ami Christian de Pertuis sur le fait que, et je prends plutôt ma casquette de président du comité d'orientation de programme national d'adaptation au changement climatique, on a bien vu le problème, notamment la question de l'information précise des territoires par rapport aux risques à court et moyen terme. Et nous y travaillons avec Météo France et j'espère bien qu'on pourra vous présenter de nouveaux outils d'information des collectivités. Pas obligatoirement la manière de construire un quai pour Noé, mais en tout cas d'avoir des informations plus précises et facilement compréhensibles, surtout sur cet enjeu qui va être majeur pour les territoires. Il me semble, deux points simplement, il y en aurait des dizaines, mais 2 points qui me semblent assez essentiels. Ce qu'a dit la ville de Lyon, alors la ville et la métropole ou que la ville La ville.
parce qu'il y a un enjeu métropolitain évident aussi, me semble quand même assez essentiel, et c'est quand même un début de rupture de paradigme. Je sais que nous y travaillons aussi, nous, à Nantes. C'est-à-dire d'avoir des métropoles qui commencent à se poser la question de la sortie d'une partie de leur activité économique du territoire de la métropole. Ça, c'est totalement nouveau. On parlait du fait de sortir du logiciel de compétition. C'est quelque chose d'absolument essentiel, y compris parce qu'on a des métropoles qui, à force de concentrer l'activité économique, n'ont plus capacité de produire du logement avec les ruptures sociales qu'on connaît derrière, et que ça, c'est certainement un des éléments d'avenir absolument clés. Mais il faut trouver la gouvernance qui correspond. Et je crois que là, même s'il ne faut pas empiler les normes et les comités Théodule, malgré tout, on a un vrai souci de gouvernance de ce nouveau paradigme. En clair, longtemps, le département a joué en partie ce rôle-là. La région, à travers le STRADET, le schéma de développement économique, pourrait le jouer, mais comme on se retrouve avec des monstres technocratiques de méga-régions, elle ne le joue pas. Nous, par exemple, clairement, ce qu'on explore à Nantes, c'est quand même une forme de conférence des intercommunalités qui ont une bonne partie de la compétence et qui doivent discuter ensemble. Il faut trouver l'équilibre avec le département, aussi la région, mais on a un enjeu de trouver un nouvel outil de gouvernance qui organise la sortie des emplois des métropoles centrales, d'abord vers les villes moyennes et ensuite vers l'ensemble du territoire. Ça, c'est un premier enjeu absolument essentiel sur lequel, Monsieur le Président, je pense que ça sera intéressant qu'on approfondisse, parce qu'une partie de l'aménagement du territoire et du coup des enjeux environnementaux, climat, biodiversité se joue certainement là. Deuxième point, et je n'entrerai pas plus, même s'il y en avait encore beaucoup d'autres, c'est que, et Christian de Pertuis en a un tout petit peu parlé, mais on a un vrai problème sur le fait que le stock de rénovation est absolument gigantesque et que les collectivités n'ont pas encore les outils financiers de prêt de très long terme. On en a parlé l'autre jour avec le maire de Grenoble dans une autre instance, qui est qu'il faut aujourd'hui des prêts proches du taux zéro à 40 ans. On a des temps de retour sur investissement en termes de gains énergétiques sur certains bâtiments qui sont extrêmement longs. Il ne faut pas croire que par miracle, parce qu'on va rénover, on va diviser par 3 la facture énergétique et s'y retrouver en 3 ans. Ce n'est pas vrai. Et que, en fait, ces outils de prêts financiers de très long terme, on ne les a toujours pas, alors qu'on sait que d'un autre côté, vu le taux d'endettement des États, les taux d'intérêt ne peuvent pas remonter, parce que les États ne peuvent pas payer les taux d'intérêt, donc on peut partir de l'idée qu'ils ne remonteront pas, mais que néanmoins, les collectivités n'ont pas accès à ces prêts de très long terme et de haut niveau. C'est-à-dire, là, c'est des centaines de milliards dont on a besoin à l'échelle nationale. Et que là aussi, il faudrait qu'on engage la réflexion, notamment avec la Caisse des dépôts, mais aussi avec les instances européennes, pour que les collectivités aient ces emprunts qui leur permettent de financer, y compris de la rénovation de parcs privés de centres-bourgs, où il n'y a pas de modèle économique non plus, et où il y a des enjeux majeurs si on veut éviter la consommation de l'espace agricole et naturel. Et moi, j'aimerais bien qu'on aille sur cette question-là, parce que les outils financiers ne sont toujours pas à l'échelle, même s'il y a beaucoup d'argent dans le plan de relance. Merci. La parole est à notre collègue, M. Blanc. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous avons entendu avec beaucoup d'attention Monsieur le représentant de la ville de Lyon. Moi, j'aurais 2 questions à lui poser. La première, c'est sur l'alimentation dans la proximité. Aujourd'hui, la métropole de Lyon, elle compte grosso modo 1,5 million d'habitants. On sait que pour nourrir dans la proximité ce 1,5 million d'habitants, avec une surface de grosso modo 2000 m² par habitant, il faut compter sur une surface de 350 000 hectares. Le département du Rhône et la métropole de Lyon sont des périmètres relativement étroits. Ça veut dire que si on veut honorer ou se lancer dans une procédure qui permet de se nourrir dans la proximité, il faut tisser des liens très étroits avec les départements de l'Ain, les départements de l'Isère, de la Loire, voire même de la Drôme,
Et ma question est de savoir comment aujourd'hui la ville de Lyon et la métropole se sont lancés dans des discussions avec ces départements voisins pour qu'ils procèdent à une adaptation de leur agriculture au service de la métropole et de la ville de Lyon. Est-ce qu'il existe un dispositif? Et puis ma deuxième question, elle porte sur les vergers urbains. Aujourd'hui, on est dans une politique de symbole et on sait que la médiatisation d'un événement de cette nature, la plantation d'un arbre en présence de monsieur le préfet et des plus hautes autorités départementales ou régionales, tout cela c'est un symbole et bien relayé médiatiquement. Évidemment, ça porte ses fruits, c'est le cas de le dire quand on plante un verger. Mais vous nous avez indiqué que vous imaginiez demain organiser, pour sensibiliser l'opinion, la cueillette des fruits dans des vergers urbains. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ce que vous entendez par là? Car pour nous, vu d'ici, peut-être parce que le Sénat est un peu éloigné parfois de réalité locale quand on siège à Paris, mais imaginez pratiquement et concrètement cette cueillette. On a parfois le sentiment que c'est un peu le hameau de la Reine, où Marie-Antoinette venait présenter des produits locaux, mais elle ne les présentait qu'à la cour. À qui vous les présenterez? Comment entendez-vous procéder? Et est-ce que pratiquement c'est réalisable? Monsieur De Wolf, je vous propose d'être le premier qui réponde aux interrogations de nos collègues. Merci. Je vais répondre par Monsieur Blanc, qui connaît particulièrement la ville de Lyon, de toute façon, donc qui sait très bien ce qu'il en est à la fois des vergers urbains. Effectivement, je pense que vous mettez la charrue avant les bœufs, puisqu'on parle d'agriculture, sur le fait dont on va organiser la cueillette. On ne va pas planter des vergers pour que les fruits ne servent à rien. Donc l'idée est bien entendu qu'on voit ensuite quelles vont être les modalités pour que ces fruits soient mis à disposition de la population. C'est l'idée, bien entendu, de faire ces actions-là. Sur l'alimentation de proximité et la question du territoire, vous posez deux questions. Effectivement, la question d'un territoire qui n'est pas simplement celui de la métropole ou celui du département du Rhône, bien entendu, le territoire, il est plus large. Et les contacts avec les chambres d'agriculture se feront à l'échelle de la région, enfin du territoire d'agriculture. Après, ce que vous posez, ou là où une ville ou une métropole n'ont pas de levier, c'est sur l'évolution des pratiques agricoles. Quelqu'un citait, je crois que c'est M. de Pertuis qui citait la monoactivité ou la spécialisation des territoires. Je ne sais pas si les seules intentions des collectivités seront en mesure de transformer les pratiques des agriculteurs de manière à faire évoluer. Est-ce que eux aussi, parce que l'agriculture est un modèle économique, est une activité économique, et la manière dont ces agriculteurs ont aussi leurs objectifs de production et de rentabilité qui ils ne vont pas forcément être à l'écoute et dans l'attente que les collectivités, qu'elles soient Lyon ou qu'elles soient d'autres, leur dictent leurs évolutions. Sur les autres questions, a été évoquée une question de la pertinence des collectivités. Il me semble que c'est toutes les collectivités qui doivent se mobiliser autour de la transition écologique, tous les niveaux. Est-ce que ça doit passer par des schémas? C'est une question qui traverse beaucoup le milieu territorial. Est-ce que c'est les schémas qui finalement sont les plus efficaces pour faire derrière? C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Et puis, je voulais, pour répondre à M. Mandelli, lui signifier que j'ai cité des exemples qui peuvent vous sembler anecdotiques, mais je vous invite à aller sur le site de la ville pour voir toutes les autres actions qui sont menées en matière de bâtiments, énergie, mobilité, biodiversité, végétalisation. Ce n'était que des exemples que je citais. Peut-être pour terminer sur un point qu'a évoqué M. Dumilly sur les normes. Moi, je m'interroge comme vous sur les procédures et ce qui nous a amené finalement à en être là. Et sur peut-être une réflexion qu'il faudrait avoir sur la manière dont on crée une forme de confiance et de responsabilité entre les porteurs de projets et le territoire sur lequel ils agissent, et comment on est en capacité d'avoir un vrai dialogue autour de la transparence des impacts, sans que ça devienne tout de suite quelque chose, une usine à gaz, quelque chose qui devienne très très lourd. Donc comment on peut gérer cet équilibre pour qu'effectivement tout ne devienne pas des normes et des choses qui deviennent et qui perdent finalement le sens de ce qu'étaient les études d'impact au départ. Merci. Monsieur de Pertuis.
Oui, difficile de répondre à toutes les questions. À M. Demilly, sur les délais d'instruction des dossiers, effectivement, c'est assez incroyable. Moi, je voudrais juste faire un petit retour d'expérience. Hein. En 2005, à la COP, j'avais imaginé de mettre en place un système de crédit carbone avec des projets dits domestiques. Et j'ai travaillé le projet avec des collègues allemands. L'année suivante, l'Allemagne avait mis en place son dispositif. Nous, on a mis 4 ans pour le faire. Et Ronan était témoin déjà à l'époque. Hein, bon, il fallait se battre contre tout le monde, à commencer par l'administration écologique, si vous voulez. Bon. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, je crois qu'il y a un vrai souci qui est assez caractéristique de notre complexité administrative. Ceci dit, derrière cette complexité administrative se posent parfois de vraies questions d'acceptabilité et de combativité contre certains projets. Moi, j'ai animé, dans le cadre de la Commission nationale du débat public, des débats sur l'éolien en mer. Bon, il est clair que derrière les délais, il y a aussi une volonté et des conflits d'intérêts entre des parties prenantes qui ne veulent pas. Donc je crois qu'il n'y a pas que la complexité, hein, il y a aussi, sur la méthanisation, il y a un vrai enjeu hein, de ceux qui veulent et de ceux qui ne veulent pas. Il y a un vrai enjeu sur ceux qui veulent des grands méthaniseurs industriels et ceux qui veulent de la petite méthanisation agricole. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Sur les remarques de M. Mandelli, il me semble qu'aujourd'hui, on fait face à une accélération. On voit bien que on va accélérer cette transition énergétique, notamment, et cette transition agroécologique. La dynamique au niveau européen se met en place et on voit bien qu'on va avoir des objectifs beaucoup plus ambitieux et contraignants dans les années qui viennent. Et donc je crois que l'une des difficultés, c'est effectivement de mettre à jour les documents d'accompagnement. Vous avez raison, il faut des référentiels, sans en permanence que le nouveau rende obsolète le précédent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que là, il y a vraiment une vraie question de pédagogie. Bon. Et il faut que l'ADEME, effectivement, soit à la fois réactive à ce qui change, mais en même temps que on ne périme pas automatiquement ce qui existe déjà au nom de cette accélération. Et je crois que c'est assez difficile à manier. Bon, Madame Préville, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, mais on dit la même chose sur la question de la diminution ou de la modération des usages et des consommations énergétiques. C'est fondamental et c'est beaucoup moins valorisant pour des élus de piloter moins de consommation énergétique que d'aller inaugurer un verger ou un bel outil industriel innovant, si vous voulez. Donc je crois que c'est une vraie question. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai été auditionné par une élue, je crois que c'était à l'Assemblée nationale, qui me disait, mais vous savez, moi, ce que vous dites sur les déchets, M. de Pertuis, c'est très important, mais en termes de capital électoral, s'intéresser aux déchets, ça ne rapporte pas. C'est beaucoup plus intéressant Et donc, je crois qu'il y a une vraie question sur cette... Comment faire rentrer positivement près de nos citoyens cette vision de sobriété et d'économie sur la ressource. Bien, je vais donner la parole à M. Tabarot. Philippe. Oui, merci, Président. Bon, je ne vais pas revenir sur le constat qui est partagé sur le fond, avec quand même pas mal de nuances par rapport à ce que vous avez dit, messieurs. Je vais aller sur la forme simplement, vous dire que pour être chef d'orchestre, métropole et ruralité ne jouent pas dans la même course, c'est clair. Tous les territoires, notamment les plus modestes, ne possèdent pas notamment de services d'ingénierie développés pour bénéficier des politiques adaptées de transition écologique. Les leviers existent, les cadres sont là, l'accompagnement de territoires les plus en demande, notamment les plus ruraux, pêche par manque d'accompagnement.
Je ne compte plus les maires de petites communes incapables de pouvoir monter les dossiers nécessaires, faute de pouvoir identifier les agences et collectivités incapables de les aider, non pas par manque de compétences, mais tout simplement par manque de process d'accompagnement. J'aimerais vous entendre sur ce sujet. Merci. Monsieur Chevrollier. Oui, merci Monsieur le Président. Merci messieurs pour vos interventions. En 2019, j'avais organisé au Sénat avec l'Agence française pour la biodiversité une réunion sur l'engagement des collectivités locales pour la préservation et la reconquête de la biodiversité. Et on avait constaté bien évidemment que des initiatives locales existent avec la liberté d'action des collectivités, des choses se mettent en œuvre pour une meilleure connaissance de la biodiversité, vous en avez parlé, pour que la population se l'approprie et la préserve. Mais ce qui avait été mis en lumière à l'occasion de ces échanges, c'est aussi les problèmes de moyens. Ça recoupe un certain nombre d'interventions que vous avez eues ce matin, des problèmes de moyens financiers, des problèmes aussi sur l'ingénierie à mettre en œuvre des projets qui sont nombreux. Donc moi je voulais simplement vous interroger, vous faire réagir sur le plan de relance qui est proposé aujourd'hui dans le domaine de la transition écologique dans les territoires. Quel regard critique que vous portez sur celui-ci? Est-ce qu'il répond aux attentes? Est-ce qu'il permettra véritablement cette transition écologique et cette décarbonation de l'économie en lien avec les territoires? Merci. Monsieur Bigot. Merci Monsieur le Président. Merci messieurs pour la qualité de vos propos et toutes ces informations. La transition écologique constitue un levier important de mobilisation des acteurs locaux sur des territoires ruraux qui revendiquent la recherche d'une autonomie énergétique en produisant plus d'énergie qu'ils n'en consomment. À ce titre, un certain nombre de territoires ont été labellisés territoires à énergie positive pour la croissance verte. Ça a été le cas d'un territoire chez moi en 2014 qui illustre bien la vivacité écologique de la ruralité dans ce qu'elle peut faire de mieux en matière de transition. Groupement d'achat de panneaux solaires photovoltaïques, filière bois, bocage, énergie, réflexion sur la construction d'unités de méthanisation ou financement de parcs éoliens. Encore faut-il qu'il y ait une acceptation sociale de ces projets, ça a été dit notamment en ce qui concerne la méthanisation et l'éolien. Parce que ce sont souvent des projets d'origine privée dont parfois il faut s'interroger sur le modèle économique. Donc l'initiative publique ne pourrait-elle pas aussi s'emparer de ces sujets? Les collectivités locales sont en capacité de piloter de tels projets citoyens. Que pensez-vous du financement participatif des énergies renouvelables? On a dit tout à l'heure que face à l'accélération de la transition énergétique, il fallait trouver de nouveaux outils. Ne pensez-vous pas que l'implication citoyenne dans des projets de transition énergétique pourrait être une des clés de la transition réussie? L'exemple de conventions citoyennes locales pourrait-elle contribuer au succès? Avez-vous des exemples de financement participatif à nous proposer? Comme vous le voyez, pensée globale, agir local, on y revient. Merci Monsieur le Président, merci à nos trois intervenants. Moi, je voulais évoquer la production des déchets et la sobriété dans le cadre de cette production qui est demandée. Et là, dans ce cadre-là, je voulais évoquer la ruralité qui me semble être un modèle pour finalement les centres urbains. On a beaucoup parlé que les grandes villes et les centres urbains avaient beaucoup plus de capacités et de savoir-faire et de possibilités que la ruralité. Or, ou les petites communes, comme vous l'avez évoqué. Or, gérer les déchets semble plus facile en campagne qu'en ville. Et on voit parce que on a moins de déchets, on a moins de collectifs, mais même si les déchets sont mieux gérés, on ne voit pas au niveau pédagogique l'intérêt assez valorisé pour les habitants. J'essaye de m'expliquer. Chez nous, par exemple, nous avons un SMICTOM qui regroupe 83 communes, avec une gestion des déchets très organisée, des bornes biodéchets, l'incitation au compost, les collectes, le tri, tout est en place. Mais finalement, le coût
de cette gestion des déchets ne cesse d'augmenter. Donc on demande aux populations, avec la plus grande pédagogie, mais est-ce qu'elle suffit, de faire des efforts dans le cadre du recyclage des déchets, mais ça leur coûtera plus cher que dans des grandes agglomérations où il n'y a pas de tri, où il y a beaucoup moins d'efforts de demander. Alors, la question que je me posais, c'est comment valoriser les efforts des habitants, par le coût aussi, lorsqu'il y a tout de mis en place et que finalement, au bout, ça coûte toujours plus cher. Pourquoi ça coûte toujours plus cher? Parce que aussi, dans nos territoires, on investit, soit les collectivités, soit les entreprises, investissent dans des infrastructures de recyclage ou des filières de recyclage. Les entreprises privées aussi, celles qui produisent des plastiques, celles qui produisent des polystyrènes, investissent au sein de leurs entreprises pour recycler. Elles recyclent cependant beaucoup moins qu'elles ne produisent de déchets. Mais elles vont dans le bon sens et montrent leur volonté de participer à cette transition écologique. Mais comme on investit dans des infrastructures coûteuses, ces infrastructures, elles ont besoin de toujours plus de déchets. En fait, pour traiter des déchets, il faut avoir du déchet. Donc, en fait, on incite... Enfin, c'est ce qu'on appelle, oui, moi, avec un point d'interrogation, l'économie circulaire, mais moi, j'ai envie de dire, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que pour que les infrastructures qui recyclent des déchets dégagent du bénéfice et puissent fonctionner, il faut leur donner du déchet. Donc, le petit label recyclage qui est sur nos déchets, il donne bonne conscience aux populations, il donne bonne conscience aux industriels, il donne bonne conscience aux collectivités, mais finalement le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Aujourd'hui, on dit qu'on est à 374 kilos de déchets par an en ordures ménagères, donc on ne cesse d'augmenter malgré cette bonne volonté, entre guillemets, démontrée. Donc c'est vraiment une interrogation sur le modèle économique du recyclage des déchets que je pose. Limiter les investissements qui finalement sont comme un aspirateur à production de déchets, et puis comment récompenser les territoires qui ont vraiment fait des efforts, organisent, et qui, au bout du compte, ça décourage. On a du mal. Alors là, je parle en tant que maire aussi de commune. On a installé des bornes à déchets dans 83 communes de notre SMICTOM. Ça a été une véritable révolution pour les habitants, puisque, au bout du compte, ils n'ont presque plus de déchets à apporter à leurs poubelles, dans leurs poubelles. Mais il n'y a aucune réduction du coût du ramassage chez eux. Tant qu'on n'aura pas réglé un petit peu ce problème-là, on va avoir la difficulté à faire passer. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais c'est c'est une question, hein, et il y a bien des solutions à trouver, mais on a besoin d'aide. Merci. Merci, M. Houllegatte. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants. On est tous d'accord pour dire que le local est un point de passage dans la transition énergétique et écologique, et que les initiatives citoyennes de terrain, les initiatives locales doivent être encouragées. Alors moi, j'ai un questionnement, à savoir si ces initiatives locales, au nom du principe d'égalité républicaine, ne doivent pas être encadrées ou régulées. Je vais prendre deux exemples. Premier exemple, on a tous, en tant que maire, constaté qu'on avait des jardins ouvriers, alors parce que c'est la fin de la classe ouvrière, mais qui étaient en déshérence. Donc on les a confiés en gestion à une association, ce qui est une très très bonne chose. Les associations se constituent, elles gèrent en autoproduction ces jardins, et puis il arrive le moment de la fête de la première récolte, hein, un peu comme les migrants du Mayflower vers le monde nouveau vers le nouveau monde de la transition écologique. On a invité, donc on met des chaussures adaptées, un pantalon de velours et un pull, et puis on y va et on constate une chose, on constate que cette association, c'est normal, elle est constituée de personnes qui sont les plus dynamiques, les plus volontaires, les plus agiles, on dirait dans le monde moderne, et que d'une certaine façon, il n'y a pas de mixité sociale. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas, à travers cette structure d'autoproduction, une forme de gentrification, pour employer un mot à la mode, de ces jardins ouvriers. Deuxième exemple, les communautés locales de l'énergie. On sait qu'en France, on a plus de tarifs réglementés, mais on a un tarif uniforme. C'est pas parce que j'habite près d'une centrale nucléaire que je paye mon électricité moins cher, ni que je suis dans une zone qui est plus venteuse, etc., etc. Donc le prix est uniforme. Or, on constate que
échappent à cette uniformité tous ceux qui sont dans l'autoproduction d'énergie. Et l'autoproduction, eh bien, c'est encore les gens les plus agiles, les plus habiles, qui en profitent, ceux qui ont un terrain pour pouvoir mettre, ou une façade exposée au sud pour mettre un panneau solaire. Donc quel mécanisme, entre guillemets, là aussi, de régulation pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des stratégies de contournement du chacun pour soi à travers des communautés qui se constituent et qui mettent à mal notre égalité. Merci. Madame Bonnefoy. Oui, non, moi je vais être brève. Je voudrais simplement rebondir sur l'ingénierie des collectivités. Non, plusieurs fois j'ai entendu il faudrait plus d'ingénierie, plus d'accompagnement, etc. Et donc ça m'a amené à penser à une ingénierie gratuite qui existe dans tous les départements, que sont les CAUE, Conseil, Architecture, Urbanisme, Environnement, et donc avec des personnes qui sont parfaitement compétentes, des architectes, des paysagistes, des urbanistes, des spécialistes de l'environnement, de la transition écologique, énergétique. Et ces structures qui, de mon point de vue, sont des structures éminemment importantes pour des services qui sont des services gratuits vers les particuliers ou vers les élus, sont, de mon point de vue, pas suffisamment connus et manquent de moyens. C'est bien le problème, puisque leurs moyens, ce sont des financements, c'est la taxe d'aménagement, comme vous le savez, les taxes d'aménagement qui est à géométrie variable dans les départements. En tout cas, je fais partie de celles qui défendent ce type de structure. Et quand on parle d'ingénierie, j'ai dit voilà une ingénierie qui existe, qui n'est pas suffisamment utilisée dans certains départements et qui devrait l'être davantage. Et peut-être à nous au Sénat de préserver les ressources, ou en tout cas de leur donner plus de ressources pour justement permettre la transition, l'accompagnement, y compris sur des projets extrêmement innovants. Et la sensibilisation de tous les publics en dehors des élus, puisqu'ils ont aussi un volet sensibilisation et éducation. Merci Mme Bonnefoy. Monsieur Pointreau. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je vais vous dire, j'en ai un peu assez de s'entendre dire et d'accuser que les agriculteurs sont les plus grands pollueurs. Je pense qu'il faut arrêter d'opposer les acteurs économiques entre eux, les filières agricoles entre elles, les citoyens et puis les bien-pensants de l'écologie. Les agriculteurs ont fait des efforts considérables en termes environnementaux, avec la réduction de doses, les plans éco-phyto, l'abandon de nombreuses molécules, les bandes enherbées le long des cours d'eau, les plantations de haies, un bilan carbone qui est largement compensé par de nombreuses cultures qui absorbent justement ce carbone. Je crois que là aussi, il faut faire très attention, parce que pour nourrir notre planète à terme, avec l'augmentation de la population, avec une seule agriculture bio, on ne pourra pas nourrir toute notre planète. Et il ne faut pas opposer non plus les filières entre l'agriculture raisonnée, l'agriculture de conservation des sols et l'agriculture biologique. Je crois que les trois filières doivent vivre chacun pour essayer de trouver des solutions pour mieux nourrir notre population. Mais on a besoin de ces trois agricultures. On voit bien qu'aujourd'hui, la Russie est en train de remettre en culture des millions d'hectares bientôt en Sibérie, les Chinois en Afrique. Et je ne vous dis pas qu'est-ce qu'on va nous apporter demain avec des cultures dont on n'aura aucune traçabilité. Donc faisons très attention à ne pas opposer toutes ces formes d'agriculture et en permanence accusant les uns et les autres de polluer plus que d'autres. Moi, je voudrais savoir, on soigne les plantes par des produits phytosanitaires, par des médicaments quelque part, et on soigne aussi les humains par des médicaments. Moi, je voudrais savoir quel est l'impact. Est-ce qu'on a fait l'impact du problème des médicaments qui sont absorbés par la population et qui ensuite se retrouvent dans nos rivières? Est-ce qu'on a fait aussi une mesure d'impact des produits ménagers qui sont consommés sans modération dans toutes
dans tous les ménages, dans toutes les habitations, pour savoir... Rémi, ton masque. Comment? Le masque. Oui, mais ton masque. Le problème, c'est qu'après, on entend mal. Oui, voilà, je voulais savoir quelles étaient, s'il y avait eu des mesures de fait aussi pour ces actions polluantes, parce que finalement, la pollution, elle vient de plusieurs facteurs, et moi, j'aimerais bien qu'on essaye d'être plus modéré dans les accusations qui ont été proférées tout à l'heure par un des intervenants. J'avoue que c'est pas toujours très, très agréable d'entendre ça. Merci. Je crois qu'effectivement, il ne faut pas opposer les uns aux autres, comme il ne faut pas opposer la ruralité à l'urbain. Je crois que c'est effectivement, il y a des choses qui peuvent être complémentaires. Mais je vous laisse répondre. Qui prend la parole en premier? Ce que je vous propose, c'est qu'on se fixe 11h40, parce que derrière, nous avons l'examen du projet de loi d'ADU avec notre rapporteur Cyril Pellevat. Et donc, je vous propose qu'on essaie de synthétiser les réponses. Merci, messieurs. Alors, je me propose de commencer pour répondre tout de suite à monsieur Pointreau, qu'il n'est absolument pas dans mon idée d'accuser qui que ce soit, et certainement pas les agriculteurs. Moi-même, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur agricole et 6 ans dans des chambres d'agriculture, si vous voulez. Et je continue à entretenir les meilleurs rapports avec les représentants de tous les syndicats agricoles. Donc, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a des données de base qui n'ont rien à voir avec les produits phytosanitaires. Ces données de base, c'est qu'aujourd'hui, les principales sources d'émissions de méthane et de protoxyde d'azote sont d'origine agricole et qu'on ne résoudra pas ces questions sans faire des transformations du secteur agricole, comme il faut faire des transformations dans le secteur énergétique. Et j'ai même ajouté que c'était plus compliqué dans le secteur agricole que dans le secteur énergétique. Mais ce n'est pas parce que c'est plus compliqué qu'il ne faut pas s'y atteler dès aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai voulu dire, monsieur Pointreau. Et en aucun cas, je n'ai voulu apporter le moindre jugement et la moindre probe sur le secteur agricole, auquel, par ailleurs, je suis extrêmement attaché. Peut-être on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions, donc je voulais juste rajouter 2 points sur les questions qui me concernent plus directement sur la tarification. Vous avez parfaitement raison de mettre le doigt sur le fait que la tarification du secteur électrique est aujourd'hui socialement injuste, puisque lorsque vous tarifez notamment les accès au réseau, en fonction de la consommation et pas de la puissance, vous financez indirectement tous les ménages qui ont les moyens de s'équiper en énergie renouvelable avec l'argent de ceux qui sont à HLM, qui doivent payer. Donc il y a effectivement tout un travail à faire sur la tarification de l'électricité. Sur le traitement des déchets, madame, idem. La question extrêmement importante, c'est comment est-ce qu'on tarifie les quantités de déchets qu'on produit. Et il y a tout un débat sur la tarification incitative, dans lequel on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais lorsque je présidais le comité pour la fiscalité écologique, j'ai découvert ce domaine qui n'est pas directement lié à l'action climatique et qui est effectivement assez compliqué, sur lequel les progrès existent, mais sont beaucoup trop lents. Je ne répondrai pas non plus à toutes les questions, mais peut-être certains points pour rebondir sur ce que disait M. Devinas sur est-ce qu'on redécouvre les années 30 ? Oui, sans doute en partie. On redécouvre des choses qui étaient peut-être des évidences dans le milieu urbain il y a quelques décennies et qui avaient du bon et qu'on a un peu gommé à travers ce qui s'est passé dans les années 50, 60, 70 et au-delà, notamment la prégnance de l'automobile. Et au-delà de l'exemple lyonnais, dans de nombreuses villes, on a redécouvert depuis les années 90 le tramway qui existait et qui a souvent repris la place du tramway tel qu'il était 50 ans, 100 ans avant. Donc la question de la végétalisation des villes, effectivement, c'est une demande forte de la population et pas qu'à Lyon. Je veux dire, moi j'ai travaillé à Aubervilliers. Qu'est-ce que les gens demandaient à Aubervilliers, Seine-Saint-Denis? Ils demandaient de la végétalisation. Ils demandaient qu'il y ait plus de nature en ville.
Donc effectivement, c'est une manière de repenser la ville, une évolution par rapport à ça. Et puis vous évoquiez à juste titre le syndicat des transports qui doit évoluer vers une échelle plus large, plus départementale, qui renvoie un peu à ce que disait aussi M. Dantec tout à l'heure sur le côté réseau de ville et comment les mobilités ne doivent pas se penser simplement à l'échelle de la métropole, mais à l'échelle d'un territoire plus large. Je pense que là, vous avez complètement raison par rapport à ça, sur le fait qu'on ne peut pas être resté dans notre petit territoire restreint sans avoir une vision qui est un peu plus large sur ce qui se passe. Vous avez aussi évoqué la question de la logistique, et c'est une question qui aujourd'hui se pose pour les métropoles, c'est qu'est-ce qu'on fait de la logistique urbaine. Aujourd'hui, des véhicules circulent en ville et se pose la question de comment on peut mieux les remplir. Aujourd'hui, en général, une camionnette de livraison, c'est en moyenne 35% de remplissage. Ça veut dire qu'elle circule. Si on arrivait à la remplir à 100%, on diminuerait par 3 le nombre de véhicules qui circulent pour la logistique urbaine. C'est très théorique mon calcul, hein, j'en ai bien conscience, mais c'est quand même une vraie réflexion sur comment on peut changer cette logistique urbaine. Et à Lyon, la CNR, en lien avec la Poste, la Compagnie nationale du Rhône, en lien avec la Poste, est en train de faire une expérience d'hôtel de logistique urbaine, justement, pour avoir sur le port Édouard Herriot, un endroit où ils vont pouvoir faire partir du dispatching avec des véhicules beaucoup plus légers qui vont servir la ville et non plus des véhicules qui rentrent en centre-ville, donc avoir des hubs de gestion de logistique urbaine. A aussi été évoquée la question de l'agriculture urbaine, Madame Havet. Il y a une question qui se pose quand même derrière, c'est quel est le modèle économique de l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, on est quand même sur des expériences qui ont été menées. Il en existe. Hein. Il y a à Romainville, par exemple, en région parisienne, mais on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment un modèle économique pour l'agriculture urbaine. Donc ça reste une question parce qu'on n'est pas non plus démarché par des tonnes de porteurs de projets qui viennent nous dire « nous, on veut faire de l'agriculture urbaine, on a juste besoin que vous nous aidiez à trouver du terrain ». Il n'y a pas tant d'initiatives que ça prises par des habitants. Et puis peut-être deux choses pour terminer. A été évoqué le plan de relance tout à l'heure. Le plan de relance, effectivement, c'est un volume financier important. C'est des intentions affichées qui permettraient effectivement de contribuer à la sobriété et à l'amélioration. Après, c'est comme souvent, c'est dans les modalités de mise en œuvre que c'est compliqué, puisque les délais donnés pour la mise en œuvre font qu'en fait, on n'ajoute pas d'opérations, puisqu'on doit les mettre en œuvre dans un délai qui est très rapide. Donc on ne fait que... Enfin, ça améliore le financement des opérations qui étaient prévues, en gros. Voilà. Et puis, pour terminer peut-être sur l'ingénierie, sujet que vous avez évoqué plusieurs d'entre vous, au-delà de la question de l'ingénierie, de qui est le bon acteur, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une forme... On n'est pas encore en pénurie, mais en raréfaction de compétences. Et aujourd'hui, on a du mal à recruter sur les métiers de la transition écologique. Monsieur Depertuis évoquait tout à l'heure la transition numérique. On a du mal à recruter, mais la transition écologique, c'est vrai. On manque d'ingénieurs, de techniciens qui soient formés et qui connaissent ces métiers. Et on va aussi probablement manquer de compétences dans un certain nombre d'entreprises pour la mise en œuvre. C'est qu'à certains moments, ça peut être extrêmement intéressant conceptuellement de bâtir des systèmes qui sont très performants. Si on n'a pas derrière les entreprises qui sont en mesure de les mettre en œuvre, les compagnons du bâtiment, des entreprises, des industries pour produire des matériaux, et on risque d'être finalement loin des objectifs. Merci, monsieur le représentant de la Oui, donc Société. on n'a plus beaucoup de temps. Je vais essayer d'être bref, mais de répondre à plusieurs questions. D'abord, par rapport au plan de relance, comme vous l'avez dit, c'était très court pour avoir les choses. Donc, si la ville de Lyon avait sûrement quelques projets à avoir dans les poches, il faut dire que la commune de Maroux-Pré n'en avait pas du tout. Parce qu'en fait, quand il faut avoir déjà entrer dans un certain cadre et avoir les devis et répondre, je pense, en 2 mois, c'était pas possible. Donc, beaucoup de communes rurales sont passées totalement à côté de ceci. Alors, il y a le CRTE. Je suis en train de remplir des fiches là, pour l'instant. Donc, je vais voir, j'espère avoir des choses. Mais disons encore là, on est encore au niveau de ceci. C'est-à-dire qu'en fait, une commune, la plupart des communes rurales, s'ils ont l'opportunité d'avoir la chance d'avoir un projet qui cadre avec les choses et qui est quasiment prêt, elles pourraient y aller. Donc, j'ai juste demandé un complément sur quelque chose, mais je ne pense pas que je l'aurai.
Et sur l'implication citoyenne dont on avait parlé, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur et sur lequel on a déjà fait pas mal de choses. Et donc, par rapport à mon ambition sur l'agenda 2030, j'espère pouvoir la concerner. Mais par rapport à ce qui était dit, c'est vrai aussi que quand j'ai 60 personnes qui discutent tout un samedi matin sur justement l'agenda 21, je suis assez fier, mais c'est guère que 4% de ma population. Donc il faut se rendre compte que c'est un peu toujours les mêmes qui viennent et on est content de discuter avec un cercle un peu élargi, mais il faut quand même penser que le reste de la population ne s'est pas senti concerné ou n'a pas pu venir. Alors, est-ce que l'impact dans le bulletin municipal, dans les différents moyens, joue? Je l'espère, mais ça, on n'en sait rien. Par rapport toujours à la limite ville-campagne, on a dit que, justement, on dit, est-ce qu'on s'intéresse à l'Ain, à l'Isère, etc. C'est vrai que je veux dire que, administrativement, on a cherché, et c'est assez naturel, à faire des collectivités qui soient parfaitement limitées et qui d'ailleurs les liens entre les unes et les autres, genre une intercommunalité rurale avec une métropole, ils existent mais ils sont toujours plus délicats à faire. Et moi j'oserais dire que en fait l'attractivité d'une agglomération, d'une métropole, elle va décrescendo en s'éloignant et en fonction des réseaux de transport. J'avais d'ailleurs écrit un article, puisque je l'ai avoué à mon voisin, je suis matheux en fait, et j'ai écrit très récemment un article sur les ensembles flous, et j'ai donné comme exemple l'aire urbaine, enfin ce que devrait être l'aire urbaine, un ensemble flou et non pas un ensemble, d'un coup 40% vont, on est dedans, on est dehors. Et c'est un ensemble flou, c'est-à-dire que c'est 60% des gens qui vont, puis 50%, 30-40% qui travaillent dans le centre urbain. Pour les déchets, donc c'est un problème intéressant. C'est vrai que la collecte des déchets est des fois un peu plus onéreuse en campagne dans la mesure où on va de maison en maison, alors que quand on dessert tout un immeuble, il y a peut-être 40 ou 50 habitations d'un coup d'un seul qui sont faites. Les taux sont... Alors par exemple, moi le taux de taxes enlevées en désordre ménagère est plus élevé chez moi que dans la métropole, mais aussi parce qu'en milieu rural, on a des bases qui sont inférieures. Donc le taux n'est pas la seule chose, c'est le taux multiplié par la base qui compte les choses. Et par rapport au côté incitatif, qui dans la discussion que nous avons aujourd'hui devrait être quelque chose d'important, le gros problème c'est que dans le côté incitatif de la taxe, dans le côté actuel d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il y a aussi une redistribution. Alors je sais bien que c'est pas son rôle, mais elle existe. C'est-à-dire qu'une famille qui a 4 enfants et qui habite un logement modeste va payer moins qu'une personne qui habite un château et qui est toute seule. Et donc à l'est d'Orléans, il y a eu une tentative pour le faire. D'ailleurs, ils sont un peu allés, mais ça a été des manifestations à Châteauneuf-sur-Loire avec 2000 personnes, avec des panneaux poubelle la vie, vous voyez, et puis la tête du président du syndicat mise à mort sur un truc. Il est député, ça n'a pas empêché de devenir député. C'est Richard Ramos, vous savez, celui qui vante le camembert, voilà, qui est toujours plein d'énergie. Mais quand il me raconte ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir le problème que ça peut poser, dans la mesure où il y a des différences. Alors, il y a peut-être eu des maladresses, je n'ai pas étudié, mais c'est vrai que c'est quand même assez délicat. Alors, pour Madame Bonnefoy parler du CAUE, alors... ce que vous dites me tient à cœur. Je suis trésorier du CAU du Loiret et croyez-moi, ma commune a abusé du CAU pour démarrer des projets. Ceci étant, ce n'est pas tout. Ils ne font pas toutes les choses. Ils sont compétents sur l'urbanisme. Et c'est vrai que quand j'ai refait mon centre-bourg, ils m'ont bien aidé à démarrer, à faire un cahier des charges, etc. Et c'est... en tant que membre du bureau du CAU, on s'emploie dans le Loiret à le développer. Et vous parlez des finances. Alors là, il y a une inquiétude, c'est la modification justement de la perception de la taxe d'aménagement. J'ai été interrogé par le journal des maires, et donc c'est paru dans le dernier journal des maires sur l'impact que ça pourrait avoir. C'est difficile à calculer, mais d'après mes calculs, on risque d'avoir 6 mois de retard de taxe d'aménagement. Pour un budget comme celui du Loiret de 800 000 €, ça veut dire que ça ferait 400 000 € de retard. Après, ça serait la première année de retard, mais qui ne se rattraperait pas. Donc, comme on a une marge de 400 000 € pour l'instant, je veux dire, on tomberait à zéro, carrément. Et je pense que ça doit être pas mal de CAE. Donc, mon calcul est peut-être pas très bon, parce qu'il est basé sur les 38 permis de construire que j'ai consultés dans ma commune. Mais c'est un ordre d'idée que ça donne, et c'est une inquiétude qu'on peut vraiment avoir. Et
Et sur l'agriculture, je voudrais rappeler que, pour répondre, que évidemment, le rôle des agriculteurs est fondamental, non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour le paysage. J'ai parlé au tout début du paysage comme une des aménités rurales dans notre pays. Les agriculteurs concourent aussi au paysage, donc il faut vraiment les défendre. Mais comme il est mis dans pour être en accord avec Monsieur de Pertuis, et comme il est mis dans l'agenda rural, une des choses à faire, c'est aider les agriculteurs dans la transition écologique. Je sais qu'ils ont fait déjà beaucoup de choses. Malheureusement, il faut qu'on continue à le faire, mais c'est aussi accompagner de la population qui, comme on l'a dit, peut-être doit changer aussi de manière de consommer pour que ça aille dans ce sens-là. Mais c'est les aider, et au contraire, ils sont fondamentaux pour l'équilibre de nos territoires ruraux.